façon, on avait un peu commencé sur la technique du commerce international. Mais déjà, je pense que lors du module précédent, je pense qu'on avait essayé de travailler plus ou moins ce qui rentre en compte en ligne de compte au niveau du commerce international. Et on avait déjà vu les importeurs. Voilà. Donc ici, on ne va pas revenir sur les importeurs. On va aller directement sur le contrat de vente, la contractualisation et échange de documents. C'est pour ça que j'ai appelé ce module. Maintenant, à la fin, peut-être il y a on aura beaucoup de littérature, mais à la fin, peut-être en prendre 1 heure pour revenir sur les exercices qu'on avait fait la dernière fois. Ça nous permet de prendre un peu de soucis. Vous aviez trouvé la solution? Oui, j'ai des modèles. En fait, j'ai des exemples, des exercices plus complets. Ah, ça, c'était pas. Voilà, j'ai la formule, on a trouvé la formule. On a fait des exercices. Puis après ça, je pense que ça sera bon. Donc, au niveau du chapitre 3, contractualisation et échange de documents. Donc ici, on a contrat de vente, import, export. Je pense que, comme on le dit souvent, c'est vrai que avec les factures ou bien les bons de commande, trop souvent les entreprises ne font pas des contrats de vente, mais ils ont aussi la possibilité de faire des contrats de vente. On va essayer de voir de manière standard comment est-ce que se présentent ces contrats de vente. Mais il faut noter que les contrats de vente sont spécifiques à chaque entreprise ou bien à chaque partenaire. Ils peuvent mettre certaines clauses qui sont propres à ces entreprises-là. Mais de manière générale, on va voir comment est-ce que ces contrats de vente peuvent se présenter. Donc, présentation en 1, présentation article clé du contrat de vente. Les opérations de vente à l'export sont encadrées par des contrats internationaux qui peuvent prendre la forme de conditions générales de vente. Elles tiennent lieu du contrat de vente export. Elles doivent être acceptées par l'importateur. Donc, pour que le contrat soit valable, il faut que l'importateur aussi accepte ça. Parce qu'il y a un contrat lorsque les deux parties se mettent d'accord. Oui. Donc, ça, c'est une des conditions. Elles doivent être acceptées par l'importateur. Maintenant, elles prennent la forme du contrat de vente export. Elles prennent la forme aussi du contrat de distribution export. Il s'agit d'un contrat destiné à des opérations d'import-export répétées avec une exclusivité territoriale ou non. Oui. On peut dire contrat de distribution. Par exemple, vous avez l'habitude de fournir une entreprise. Vous devez faire plusieurs, voilà, c'est répété. Donc, pour chaque expédition, vous n'allez pas faire un contrat. Vous pouvez faire un contrat de distribution qui couvre de manière globale tous les envois que vous allez faire. Mais si c'est des ventes occasionnelles, vous pouvez faire le contrat de vente export. Ouais. On peut avoir un contrat de vente export. Moi, aujourd'hui, je décide de vous vendre des appareils, par exemple. On élabore le contrat. Si vous êtes signé, moi je signe. On procède cela. Une fois que l'échange est terminé, c'est fini. Par contre, si je vais vous produire, par exemple, chaque mois, une certaine quantité d'appareils électroménagers, je vais vous dire voilà comment se stipule le contrat. Une fois qu'on a signé, et on met en action comme ça. Ce qu'on a dit dans le contrat. Les PME se trouvent souvent désemparés pour l'élaboration de tels contrats. Comme je l'ai dit, il y a trop souvent ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas toujours dans des contrats. Une fois que moi je commande, que vous m'envoyez le prix, je vous envoie le bon de commande. Voilà, on valide le bon de commande, c'est parti. Et très souvent, surtout dans nos entreprises ici, c'est rare qu'on ait des contrats de vente en bonne et due forme. C'est très souvent des grandes structures qui élaborent ces contrats.
Et c'est un contrat qui est régi par la Convention de Vienne des Nations Unies. Voilà. La plupart des contrats de vente, import, export font référence à la Convention de Vienne, dont le nom officiel est la Convention des Nations Unies sur le contrat de vente nationale. Donc, encore la Convention de Vienne, c'est une convention qui est régie par l'Organisation des Nations Unies pour réglementer un peu le commerce. Ceci permet de choisir un droit neutre en cas de silence des parties. Ici, c'est une erreur. Je ne le mets pas en France. Ça, c'est lorsque c'est dans le pays où ça a lieu. Par exemple, quand on peut parler de cours de cassation de ce pays-là, mais pas en France. La Convention définit les obligations générales du vendeur et de l'acheteur. Donc, quand vous faites la Convention de Vienne, ça définit les différentes obligations. Le vendeur, quelles sont ses obligations, et l'acheteur, quelles sont ses obligations. La première obligation du vendeur, c'est quoi? Livrer la marchandise conforme en quantité, en qualité, délai et lieu convenu. Ce qui est logique. Transférer les risques à l'acheteur lors de la remise des biens au premier transporteur ou au lieu désigné et remettre tous les documents utiles. Donc quand vous êtes le vendeur, vous avez obligation de livrer les marchandises en fonction de la quantité commandée, dans de bonne qualité, avec la qualité commandée, dans les délais et au lieu convenu. Très souvent, les lieux figurent sur les hypothèques, par exemple. Voilà. Donc, si je dis par exemple, s'il achète par exemple, Fort Abidjan, le vendeur doit tout faire, mettre la marchandise à bord du navire, transférer tous les documents avec les risques de l'acheteur. Par contre, l'acheteur a pour obligation de payer le prix. C'est la première obligation principale de l'acheteur. Parce que lorsqu'on vous vend quelque chose, c'est bien sûr dans l'option de l'acheter. Prendre livraison des biens et vérifier la conformité des biens. Donc, lorsque le vendeur fait la remise du bien, l'acheteur doit payer, doit donner l'argent et également doit vérifier si la marchandise qu'elle est en train de prendre en possession est conforme à ce qu'ils ont commandé. Et ils ont l'obligation aussi d'intenter une action en garantie contre les vices cachés dans un délai raisonnable après la découverte du dommage. Donc lorsque vous découvrez, il peut y avoir des avaries qui n'étaient pas apparentes lorsque vous prenez la marchandise. Mais dans un délai raisonnable, lorsque vous les constatez, vous devez intenter une procédure. Voilà. Le contrat de vente internationale. Donc, la Convention de Vienne comporte des limites et ne traite pas la capacité des parties, la validité du contrat et le transfert des propriétés. Il faudra donc définir un droit national applicable et déterminer l'institution qui sera saisie en cas de litige. Vous voyez, donc, dans le contrat, vous devez mettre, généralement dans le contrat, on les met en cas de litige, nous allons nous référer à telle juridiction ou bien à tel, dans tel pays. Ça, c'est pour surtout régler les parties que la Convention de Vienne ne relève pas en fait. La clause de juridiction renvoie au tribunal de l'ordre judiciaire, ce qui peut comporter des inconvénients. La difficulté parfois à déterminer la compétence territoriale, la méconnaissance des procédures de droit étranger, le manque de spécialisation des magistrats en matière de droit international des contrats, la difficulté que vous rencontrez pour exécuter une décision de justice qui vous serait favorable. Voilà. Donc, puisque c'est sur territoires différents,
Si vous choisissez par exemple un territoire là-bas chez le vendeur, c'est pas forcément quelque chose que vous maîtrisez. Et comment est-ce que vous allez faire si vous avez gain de cause, comment est-ce que vous allez faire pour mettre cela en application? Ou bien même les juges ou bien les magistrats qui vont statuer, est-ce qu'ils maîtrisent vraiment le droit du commerce international? Donc il y a tous ces facteurs qui constituent des freins au bon fonctionnement des échanges internationaux. Donc, l'autonomie de la cause, la confidentialité, la rapidité aussi, et la possibilité d'arbitrage à droit. Donc ça, c'est des limites souvent qui peuvent arriver lorsque vous êtes dans le cas de litige. Mais quand même, il faut mettre les clauses, ce genre de clauses en cas de litige. Où est-ce qu'il faut se vérifier? Avant de conclure le contrat de vente export, plusieurs étapes précèdent la conclusion du contrat de vente international. Il faudra, donc qu'est-ce qu'il faut faire avant de conclure un contrat de vente international? D'abord, récupérer les détails précis d'un contractant, d'un co-contractant, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur. Redonner numéro d'inscription au registre du commerce, etc. Donc, très souvent, quand vous allez voir dans le contrat, les co-contractants, ils vont mettre le nom, société, numéro, registre du commerce, même le numéro du compte contribuable, c'est-à-dire aux impôts, etc. L'adresse, cela. Ils vont mettre tout ça. Entre temps, telle partie et telle partie. L'autre partie aussi, ils vont mettre toutes ces références-là. Il faut aussi s'entendre sur la description de la marchandise, qualité, quantité, etc. Donc, quand vous devez faire le contrat, quelle est la qualité que vous voulez? C'est le cacao là, par exemple, si c'est le cacao que vous devez exporter, normalement les cacao là, il y a des grappes, ou bien le cajou, je sais qu'il y a des grappes, je ne suis pas spécialiste en matière, mais il y a des grappes. Donc vous devez stipuler ça dans le contrat. Sécher, et comme ci, comme ça. Ouais. Voilà. Vous devez être d'accord là-dessus. Et la quantité, par exemple. 100 tonnes, 200 tonnes, etc. Ou bien 100 tonnes par mois, si c'est des. Décider de la devise. Vous vendez en quelle devise? Généralement, le plus souvent ici, c'est beaucoup plus en dollars ou en euros. Les gens n'acceptent pas les factures. Par exemple, quand ça vient d'ici, les gens n'acceptent pas souvent en francs CFA. Soit c'est en dollars, soit c'est en euros. Quand vous allez faire une facture en CFA, ils vont vous dire de faire en dollars ou en euros. Il y a des inconvénients parce que souvent le dollar fluctue. Voilà. Vous devez vous entendre sur le prix. Vous dites le kilo, la tonne le kilo à 2500 par exemple. Voilà. S'entendre sur les délais de paiement. Sur les délais similaires de paiement. Vous me payez un mois par exemple après remise documentaire, ou bien un mois après réception de la marchandise, ou bien dès embarquement, etc. Vous entendez? Ou bien vous me payez avant que je n'envoie la marchandise. Voilà. S'entendre sur le délai et les lieux de livraison. Moi, je vous livre au port de Rotterdam 45 jours après la commande, par exemple. Vous devez vous entendre. Décider des moyens de transport. On peut décider, par exemple, de vous faire acheminer par voie maritime. S'entendre sur le moment et les conditions du transfert des risques et du transfert des propriétés. Voilà. Donc là aussi, vous allez choisir l'Incoterm. Et ça aura une incidence sur le prix, par exemple. Voilà. Donc, le transfert des risques. Je mets la marchandise à votre disposition au port de Rotterdam, décharger. Voilà. S'entendre sur le droit applicable à la juridiction compétence. En cas de litige, nous allons nous référer au tribunal de temps en temps
de la Cour de cassation française, à la Cour de cassation en Côte d'Ivoire, etc. Donc ça vous de convenir avec votre partenaire. Où est-ce que vous devez à qui est-ce que vous devez vous référer lorsqu'il y a un litige. Donc ça c'était les détails vraiment à voir avant d'élaborer le contrat de vente. Ouais. Et je pense que c'est des détails pertinents. C'est l'essence même de la vente. Donc, 4. Le contenu du contrat de vente. Le contrat. Ici, je n'ai pas voulu vous montrer un contrat type, mais c'est généralement comme tout type de contrat. On est en temps, vous mettez article 1, ceci, article 2, la même. Ce qui est important, c'est le contenu en fait. C'est le contenu. Donc, le contrat de vente international contient les désignations des parties. Voilà. Quelles sont les parties qui sont en train de signer le contrat? Les descriptions des produits vendus, qualité et quantité, les prix, les modalités de paiement, un mot de règlement, clause de réserve de propriété, clause de révision du prix. À quel moment est-ce qu'on peut réviser les prix, on peut revoir les prix? Donc je peux vous dire non, ce prix est valable 6 mois. Et voilà. Mais je pourrais peut-être réviser tous les 6 mois, mais chaque année, etc. Clause de réserve de propriété. Les modalités de livraison. Voilà. Comment est-ce que je vais vous faire la livraison? La clause de force majeure, cas permettant de dégager le fournisseur de sa responsabilité. Quand on parle de force majeure, c'est quelque chose auquel on ne peut échapper et dont on n'est pas responsable. On parle de force majeure ou des cas qui sont généralement irrésistibles, insurmontables et incontournables. Parce que, je dis n'importe quoi, vous avez embarqué la marchandise, vous devez livrer au port d'Abidjan et vous arrivez, je dis n'importe quoi, hein. Il y a un tsunami par exemple. Un tsunami qui emporte tout. Ça, c'est pas des hautes fêtes. Voilà, c'est pas des hautes fêtes. Ou bien souvent aussi, il peut y avoir des pirates par exemple qui attaquent le navire, ou bien où il y a la guerre. C'est des choses qui ne sont pas du fait du fournisseur, ou bien du vendeur. Les clauses de garantie, vice caché. Donc, les défauts qu'il peut y avoir sur les marchandises. Donc, généralement, la clause de garantie 1 an, plus en fonction. Sur vraiment les appareils, là, c'est facile. La garantie 1 an, ou bien 6 mois, ou bien 3 mois, parce que vous découvrez quelque chose. Vous êtes tenu d'informer le fournisseur. Vous aurez trouvé soit il le remplace, ou bien si c'est des réparations, il doit le faire en fonction de ce sur quoi vous êtes entendu. Donc, le droit applicable est le mode du règlement des litiges. Arbitrage par la date et la signature. Voilà un peu les informations importantes à mettre dans un contrat de vente. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Ça, généralement, c'est le chemin. Alors, vous voulez acheter quelque chose, vous appelez, vous envoyez un mail à votre vendeur ou bien à votre fournisseur là-bas, à Chambert. Alors, je vais avoir le prix de 100 splits de 1,5 chez vous, par exemple. Il vous envoie un devis, une proforma. Lorsque vous êtes d'accord, vous dites ok, est-ce qu'on peut signer un contrat de vente? Je veux, vous envoie déjà
Les coordonnées, vos coordonnées, les informations sur votre entreprise, la quantité, le procédé dans le contrat, le mode de livraison, le lieu où vous allez prendre la marchandise, les clauses, le vice caché, et voilà, vous signez, et chacun gagne son exemple. Donc, une négociation, ça commence à une négociation commerciale, liste des prix, frais, conditions, incoterms, etc. Après, on vous envoie la forme au forme. Une fois que ça a accepté, on passe à la signature du contrat. Une fois que le contrat de vente est signé, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de faire parvenir votre marchandise. Pour faire parvenir votre marchandise, vous aurez besoin de quels documents? Je sais que la dernière fois, on a parlé un peu des documents. C'est nécessaire encore de revenir là-dessus. Donc, la liasse documentaire, pour l'entreprise prestataire de services, le maintien de la rentabilité, la satisfaction du client et la rapidité d'exécution sont d'une grande importance pour la sauvegarde de son image de marque. Il faut que le dossier du client, une fois qu'il est arrivé en entreprise, soit traité avec le plus grand soin, avec le plus grand soin. L'entreprise doit se faire, tu dois mettre en place un processus efficace de traitement des dossiers clients qui correspondent à un temps. On a vu l'entreprise prestataire, ça c'est plus. Donc, je vais essayer d'éclater un peu à l'import et à l'export. Lorsque c'est vous qui importez, vous avez signé votre truc. On a le bon de commande aussi qui est un document émis par le client qui constitue le support de sa demande d'achat. Ce document identifie la marchandise achetée et de savoir de façon claire et précise la désignation de la marchandise, etc. Donc, bon, le bon de commande, on aime parler bien. Lorsque vous achetez, lorsque vous êtes d'accord par exemple sur un format, l'acceptation, c'est lorsque vous acceptez, vous émettez un bon de commande. On a la facture pour format. Comment est-ce que la facture pour format se présente? On vous a dit, tout à l'heure dans le schéma, on a dit que c'est comme un devis. Voilà, un devis de votre fournisseur vous envoie. Donc, établi par le fournisseur contient les points clés de la proposition commerciale de l'exportateur. Ce document pourra de renseigner l'importateur en ce qui concerne la qualité, la quantité, mais aussi les conditions de vente. Ici, on parle des documents parce que lorsque vous achetez, vous êtes l'importateur, vous avez besoin de ces documents-là pour faire vos formalités ici. Au niveau des formalités ici, en tant qu'importateur, ou bien acheteur, si vous voulez, la facture pour format, c'est le premier document qui va vous permettre déjà de commencer les formalités en droit. Donc, d'établir certains documents nécessaires à l'importation, à la marchandise, savoir le titre d'importation, licence d'importation, certificat d'assurance, etc. Donc, aujourd'hui, la facture pour format, lorsque vous êtes importateur, vous avez acheté par exemple vos réfrigérateurs, lorsque le fournisseur vous envoie la proforma et que vous acceptez cette proforma-là, soit si vous avez accès au guichet, à la plateforme du commerce extérieur, vous enregistrez votre facture proforma dans le système pour avoir ce qu'on appelle une fiche de déclaration à l'importation. Voilà. Cette fiche de déclaration à l'importation, c'est comme une intention d'importation. Ça vous permet de faire venir maintenant la marchandise. Vous voyez. Donc la facture proforma est nécessaire pour cette étape. Donc si jamais vous avez votre entreprise que vous achetez à l'étranger, vous avez la facture, le gars vous a fait le devis, vous êtes partant. Si vous n'avez pas accès à la plateforme du guichet unique, vous pouvez voir un transitaire déclarant, un fonctionnaire en douane qui vous fasse établir le document qu'on appelle la fiche de déclaration à l'importation, ou bien la licence d'importation en fonction du produit que vous allez faire venir. Donc, la facture proforma, c'est dans ce sens déjà.
Après la facture pro forma, bon voilà, j'ai mis comment est-ce que ça peut se présenter. Vous voyez, compagnie d'éditeur. Ici par exemple en haut, le vendeur il met le nom, son adresse, il peut mettre même son logo. Et en bas, il met importateur, il met conseil, il met en fonction. Ça peut être en anglais comme en français. Hein. Voilà, donc là, l'entreprise qui vend, et ici, c'est l'entreprise qui achète. Il met, il met un numéro de facture, il met les détails, et il met la date, le poids, si vous voulez. La facture commerciale fournisseur, c'est la facture définitive. C'est pratiquement la même chose que la facture pro forma, mais elle, la facture, c'est-à-dire elle est définitive, c'est cette facture-là que vous allez payer. Voilà, c'est pratiquement les mêmes informations que la facture pro forma, mais elle est plus complète, plus détaillée que la facture pro forma. Donc dans l'alliance documentaire, la facture commerciale apparaît comme le document essentiel. Car en dehors du fait qu'elle soit indispensable pour le paiement de la marchandise, elle est aussi nécessaire pour le calcul de la valeur en droit, ainsi que le calcul des droits de taxes de cette marchandise qui va être réglée au poste des douanes d'entrée ou de sortie. La facture commerciale est aussi nécessaire pour le contrôle de la marchandise, qualité, quantité et prix. Elle comporte en plus des informations portées sur la performance, sauf délai de validité des prix. Le numéro, bon ça c'est pas obligatoire, le numéro de la FDI c'est pas obligatoire. Le numéro de bon de commande, la signature de la société, l'origine de la marchandise, l'incoterm. Elle doit être signée, datée, tout ça. Donc, elle doit être complète. C'est ce document-là. Une fois que quand vous êtes l'importateur, il y a des documents sur lesquels il faut faire très attention. La facture commerciale, c'est une sorte de document de base. Parce que c'est ce qui caractérise la transaction entre vous et votre vendeur. Elle doit être complète, elle doit avoir des informations fiables, elle doit être signée avec des incoterms bien renseignés. Et c'est sur cette facture commerciale que la douane s'appuie pour fixer ses droits et taxes à payer. Ouais, en fonction de la désignation et autres. Donc on dit à la différence de la facture pour format, la facture commerciale engage juridiquement l'exportateur. Donc ouais, la facture commerciale, c'est un peu comme la facture pour format. On a mis les détails qu'on a dit. La facture fret, c'est le coût de la marchandise. Tout ça, ce sont des documents qui doivent servir parce que vous importez. Même si sans ça, ça sera difficile pour vous de faire le dédouanement de votre marchandise et d'avoir accès à votre marchandise. Donc, ça sera dommage que vous ayez acheté des marchandises et pour lesquelles vous ne puissiez pas faire le dédouanement. Ouais, donc, vous devez être regardant sur la documentation. Moi, j'insiste là-dessus parce que lorsque la documentation est conforme, vous allez faire 80% de votre dédouanement. Lorsque la documentation est bien agencée et conforme. Moi, c'est ce que je conseille toujours à mes clients qui viennent me voir et dire anticipez sur la documentation. N'attendez pas que la marchandise arrive pour que vous commencez à courir sur tel document que vous allez avoir. Parce que les jours, si les conteneurs passent dans le port, sont facturés. Au-delà de 10 jours au port, vous allez payer par exemple, en fonction du poids, si c'est tout en conteneur, vous allez payer 850 multiplié par le poids en tonnes, voilà, multiplié par le nombre de jours, pour les 5 premiers jours. Au-delà des 5 jours, vous allez faire ça passer à 1250 pour une tranche de 10 jours. Et au-delà de cette tranche de 10 jours, ça va passer à une tranche de 1850 par la tonne et par jour. Donc vous voyez, si votre marchandise a fait 25 jours dans le port, je dis n'importe quoi, les 10 premiers jours, ils ne vont pas vous facturer. Ils vont facturer les 15 jours. Donc ils vont faire, si ça fait 10 tonnes, ils vont faire 850 multiplié par 10, multiplié par 5. Ouais. Donc ça va faire déjà 1500, ça multiplié par 5 encore. Ça fait 42 500.
plus maintenant les 10 autres jours, 1250, multiplié par, si ça fait 10 tonnes toujours, multiplié par 10, ça fait déjà 12 500, multiplié par 10 aussi, ça fait 125 000, plus les 45 000. En 15 jours déjà, vous êtes à près de 200 000 pour 10 tonnes de marchandises. Oui. Donc quand la documentation indique que lorsque la marchandise arrive, le transitaire a fait la procédure pour sortir le conteneur dans les 10 jours qui suivent. Et ces pénalités qu'on vient de calculer, par ça, c'est uniquement pour le port. Et plus vous gardez, il y aura aussi des pénalités pour le fait que vous gardez le conteneur de l'armateur. Au-delà des 7 jours, par exemple, vous facturez un conteneur de 20 pieds, il peut vous facturer 12 500 le jour. Par jour. Par jour. Donc, c'est sur une tranche de 7 jours. Donc, si ça fait, si on part toujours sur la base des 25 jours, il peut vous donner 7 jours de franchise. Les 18 autres jours, ils vont faire par exemple 12 500 multiplié par 7. Au-delà de ces 7 jours, ils vont faire 25 000 multiplié par le reste des jours. Donc, en plus de 200 000, vous allez payer ça. C'est très intéressant. Il y a pas mal de pénalités. Et si au-delà des 25 jours, vous n'avez pas tiré votre déclaration de douane, les pénalités aussi au niveau de la douane qu'on appelle le dépôt de douane. Donc, dans la logistique, le temps, la planification, c'est la clé. La planification, c'est la clé. On commence le traitement avant même que la marchandise ne soit là. Donc, pour commencer le traitement avant que la marchandise soit là, il faut être regardant sur la documentation. Donc, il faut avoir tout ça déjà. Il faut avoir tout ça déjà. Une fois que, lorsque vous êtes d'accord sur le prix, que vous êtes d'accord sur la facture conformable, envoyez déjà au votre transitaire, il fait la FDI. La FDI obtenue, vous envoyez ça au fournisseur, il expédie la marchandise. Lorsqu'il expédie la marchandise, ça dépend. Si c'est par exemple en Chine, on peut se dire il y a au moins un mois de route que ça va faire. Donc, lorsque ça embarque, dans les 3 jours, 4 jours qui suivent, vous envoie la documentation. C'était la facture commerciale, la facture fret. La facture fret est nécessaire si vous avez un hôtel fort par exemple. Ouais, donc le vendeur va vous faire une facture FOB, le fret n'est pas mentionné dessus. Donc comme c'est vous qui avez négocié le fret, vous joignez la facture fret à cela. Et si c'est le vendeur qui paye le fret, là il va vous faire une facture CIF ou bien CFR. Là, le fret sera mentionné sur la facture commerciale, mais vous n'aurez pas besoin d'une facture fret. Aussi, la liste de colisage, il y a un document qui fait apparaître la liste des marchandises contenues dans une caisse, un conteneur fournit une description détaillée de chaque type d'expédition. Donc, dans la liste de colisage, c'est un document qui ressemble un peu à la facture, mais qui dit, dans cette expédition-là, on a tel nombre de, si c'est des cartons par exemple, on peut dire tel nombre de cartons. Souvent, ils peuvent faire des tableaux comme ça. Ils mettent les dimensions, ils mettent emballage par exemple, ils peuvent mettre emballage, ça fait des cartons. Ils peuvent mettre longueur, largeur, hauteur, poids, etc. Donc ça détaille un peu les colis que vous êtes en train d'expliquer. Voilà. La douane a aussi besoin de ça, parce qu'à l'arrivée, il faut que ce soit conforme à ce que vous avez mis sur le colisage. Voilà. Et ce que aussi vous avez mis sur le colisage, il faut que ce soit ça, qu'il soit facturé. Voilà. Donc tout doit être conforme. Je pense que j'ai mis. Bon, l'image va sauter. Donc voilà, par exemple, la liste de comment est-ce que trop souvent ça peut se présenter. On appelle ça en anglais packing list. Mais en français, on vous dira liste de colisage. Bon, je vais remettre certains détails. Ça ressemble un peu à la facture commerciale. Alors, comment est-ce que. Il n'y a pas de présentation. Chaque entreprise peut adapter à sa fonction. Mais il faut que ça ressorte un peu, quand même, les descriptions des marchandises que vous êtes en train d'expliquer.
marchandise que ça puisse être. Là, c'est un autre document, le certificat d'origine. Voilà. C'est un document qui est établi par la chambre de commerce du pays où la marchandise a été fabriquée. Vous savez que pour déterminer les droits de douane, on tient compte de 3 critères essentiels. Il y a l'origine de la marchandise, la valeur et la valeur de la marchandise. Donc l'origine est très importante. Vous allez voir, très souvent pour les marchandises qui viennent des pays autres que les pays de l'Union européenne, lors du passage en douane, la douane exige que ce soit accompagné d'un certificat d'origine. Mais il faut toujours mentionner sur la facture commerciale le pays où la marchandise a été fabriquée. Et surtout ne pas confondre pays d'origine et pays de provenance. Vous voyez, très souvent, on a pas mal de produits qui sont fabriqués en Chine. Vous voyez, et nos mamans, nos soeurs vont par exemple à Dubaï les acheter, faire venir. Donc dans ce cas, où le matériel a été fabriqué en Chine et qui vient de Dubaï, le certificat d'origine va être un certificat d'origine chinois. Et c'est là en Chine ça a été fabriqué. Voilà. Mais sur les documents, vous allez sur le document par exemple, la facture par exemple, vous pouvez mettre pays de provenance. C'est l'Émirat Arabes Unis. Et puis pays d'origine, Chine. Donc il y a cette différence à faire entre pays de provenance et pays d'origine. Voilà le sécurisage, le modèle de certificat d'origine. Ça par exemple un certificat d'origine qui a été fait dans un pays au sein de l'Union européenne. Voilà. Il y a un numéro, on met le numéro de facture concerné dessus. Donc, une fois ça, lorsque vous avez ce document-là, vous envoyez à votre transitaire. Vous envoyez à votre transitaire pour pouvoir faire la procédure des éloignements. Non sûrement, soit vous ou votre transitaire, vous devez joindre aussi une police d'assurance locale. Voilà. Donc, c'est une police d'assurance établie par la compagnie d'assurance. Oui, si on le fait ici sur place, on le fait toujours aussi dans le système du ministère du Commerce extérieur, du ministère du Commerce dans le guichet unique du Commerce extérieur qu'on appelle le BUS. On arrive à établir les assurances dans ce système. Et aussi, pour terminer, on a le connaissement. La dernière fois, on avait parlé du connaissement. C'est un document aussi important. C'est un document important. Sans le connaissement, si vous n'avez pas le connaissement, par exemple, si c'est maritime, on parle de connaissement. Si c'est aérien, on parle de LTA, l'aide de transport aérien. Donc, si vous n'avez pas de connaissement ou bien de LTA, vous n'allez pas pouvoir réceptionner votre marchandise. Parce que le connaissement, c'est un titre de propriété. Vous voyez. Donc, lorsque vous vendez, lorsque vous avez acheté et que, par exemple, c'est votre fournisseur qui a fait l'embarquement à Shanghai, la compagnie va lui donner ce document qu'on appelle le connaissement. Il va vous envoyer ça soit par DHL ou bien PDS, le TNT, comme vous voulez. Vous allez recevoir ce connaissement-là physiquement, par exemple. Donc, lorsque vous recevez physiquement, c'est ce connaissement-là, vous allez, lorsque vos marchandises vont arriver, vous allez aller maintenant chez la compagnie maritime ou bien la ligne aérienne pour aller faire les formalités pour qu'on vous donne l'autorisation à aller sortir ces conteneurs ou bien vos colis. Parce que sur le connaissement, votre nom est mentionné dessus comme importateur. Donc, vous allez mettre votre cachet dessus. Là aussi, c'est un type de transport. C'est-à-dire que vous
si vous avez ce connaissement-là, ça veut dire que votre marchandise sera transportée par la compagnie, si c'est Maes, si c'est CMA CGM, si c'est MSC, donc vous donnez un type de transport pour lui que nous, MSC, là, on transporte votre colis. Et c'est une preuve d'embarquement réel de la marchandise. On ne va pas arriver au connaissement si vos colis n'ont pas embarqué sur le navire. Donc ils vont vous donner le connaissement. Ils vont mettre le nom du navire et ils vont mettre la date à laquelle votre colis a embarqué. Voilà. Donc c'est une preuve. Lorsque vous achetez et que votre fournisseur vous envoie ce document, vous voyez que vous êtes très à l'aise parce que c'est une preuve que votre marchandise est en train de venir. Généralement, souvent les gens payent parce qu'ils reçoivent le connaissement. Vous voyez, en France, les clauses dépendent. Pour moi, c'est une preuve qui dit que votre marchandise est en place. Donc, à l'importation, lorsque vous êtes l'importateur, voilà les documents que vous devez exiger de votre vendeur. Quand il ne vous a pas envoyé ça par connaissement, il ne s'est pas suivi votre marchandise. Il n'y a aucune preuve encore que votre marchandise a été chargée à bord. Maintenant, lorsque on est dans le cadre d'une exportation, il est très important de savoir que c'est l'exportation qui devient l'importation. N'est-ce pas? Donc, on arrive à l'import, à l'export. Donc, ainsi, pour dire que les documents produits à l'exportation sont transférés à l'importateur pour le développement de la marchandise vendue. Comme étudié plus haut, une de ces transits export est composé de BL, certificat d'origine. Bon, l'engagement d'échange, c'est un document qu'on établit et ça permettra de faire des paiements après. Donc, l'attestation d'exportation, le certificat européen, c'est la déclaration. Lorsque ici on va parler plutôt de déclaration, la déclaration d'export. Le certificat européen, il est quant à lui produit par l'exportateur pour les marchandises dont l'origine est un pays de l'Afrique et du Pacifique et destiné à un pays de l'Union européenne. Non, en plus de tous ces documents qu'on a cités là-bas, lorsque vous êtes l'exportateur, c'est vous qui vendez. Donc vous avez votre facture commerciale que vous devez envoyer à l'importateur. Lorsque on a parlé du BL en haut qui est là, voilà, le colisage, vous devez le fournir aussi. Et puis, tous les autres certificats, il y a le phytosanitaire, si c'est des produits alimentaires par exemple. Voilà. C'est l'attestation d'exportation. Ici, on peut en place la FD. Ici, c'est où se font tous ces documents? Le certificat d'origine, le BL, le connaissement, se fait chez la ligne maritime. Vous devez envoyer, je ne sais pas si c'est du cacao, mais c'est des bijoux à votre partenaire en France. C'est dans les conteneurs, c'est du cacao. Vous allez aller voir, je dis n'importe quoi, CMA CGM. J'ai dit, les 100 tonnes de cacao fait partie. 100 tonnes, ça fait peut-être 3 conteneurs, 5 conteneurs. Vous les mettez. Ils vont vous dire ça fait tel prix. Donc on est d'accord. Ils vont vous prenez leur conteneur, vous mettez vos sacs de cacao là-dedans. Et vous faites le développement export. Et vous l'envoyez chez la compagnie maritime. Sur le navire arrive, ils vont prendre les conteneurs, les mettre dans le navire. Vous allez payer quelque chose. Ils vont vous donner le type de transport. On appelle le connaissement. Ce connaissement-là, c'est un document important qu'on a le type de propriété, etc. Preuve d'embarquement, le type de transport. Donc ce connaissement-là. Et lorsque vous avez votre acheteur là-bas, il vous a demandé le prix, vous lui avez fait le prix. Donc vous avez la facture définitive que vous avez changée. Et pour la liste des coliseurs, vous dites, vous faites le document, chaque fois que vous envoyez
50 sacs de cacao, le type, vous établissez ce document. Le certificat d'origine, ça c'est la chambre de commerce. La chambre de commerce, si c'est un produit qui est originaire d'ici, vous voyez la chambre de commerce avec votre facture commerciale, vous établissez le certificat d'origine de Côte d'Ivoire. L'engagement d'échange, on le fait dans le système de bus. Voilà. Soit vous, ou bien votre transitaire pourra le faire avec la facture de vente, les coordonnées de votre banque. En numéro 1, ça c'est lié aussi à la déclaration export. Donc c'est cette liasse documentaire-là. Vous allez faire votre dédouanement export et vous allez envoyer à votre client, importateur. Le certificat, c'est un document, ici c'est un peu détaillé, c'est un document qui atteste la conformité des produits aux normes en vigueur dans le pays. Il certifie que les produits ont bien été traités et peuvent être exportés. Il est utilisé pour les produits d'origine végétale ou animale et est délivré par le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales. Ouais. L'engagement d'échange et attestation d'exportation sont deux documents généralement inséparables et très importants. La constitution du dossier il permet de suivre le mouvement des capitaux pendant les transactions bancaires. Donc, c'est un engagement qui prouve que vous êtes en train de vendre ou bien d'acheter. Vous êtes en train de vendre quelque chose à l'extérieur. Donc, lorsque votre acheteur va vous faire le paiement, il n'aura pas de problème parce que vous avez fait un engagement. Vous savez que les transactions à l'international sont contrôlées pour lutter contre le blanchiment, etc. Donc, l'attestation d'exportation atteste que la marchandise a été réellement exportée et que la banque reconnaît cette exportation par son visa. À l'import, on avait dit on fait une FDI, la banque aussi approuve. Et à l'export, vous avez fait une attestation d'exportation. L'engagement d'échange, quand il certifie la présence de fonds dans le compte en banque, ainsi que la disponibilité de fonds pour les différents règlements. Ça, c'est la nature des différents documents. Vous voyez. Voilà un peu pour ce chapitre-là. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne. C'est pas trop confus, on a fait des petits détails. Là, si vous allez les réunir, vous allez essayer. C'est surtout de les mettre en pratique. C'est surtout ça. C'est bon. C'est vraiment une pause de 5 minutes. C'est à 10 minutes et puis on va attaquer le module, le chapitre 4 et 5. Et faire l'exercice. Comme on a vu, bon, jusqu'à midi, on peut. Oui. Non, c'est bon. On va prendre les 5. Ça fait 10 minutes. Non, ça serait une suite logique parce que on a vu le contrat de vente, on a vu les documents. Mais qu'est-ce qui réglemente le commerce extérieur en Côte d'Ivoire? Est-ce que tout le monde peut se lever pour importer ou exporter en Côte d'Ivoire? Ou bien est-ce qu'on peut tout importer ou bien tout exporter en Côte d'Ivoire? Voilà. C'est important aussi de savoir cela. Alors, la réglementation du commerce extérieur d'un pays est l'ensemble des règles qui régissent ses importations et ses exportations avec le reste du monde.
Dans l'élaboration de sa réglementation, la Côte d'Ivoire a opté pour le régime de la liberté comme principe devant régir son commerce extérieur. Cependant, liberté ne voulant pas dire anarchie, les dispositions ont été prévues dans cette réglementation pour identifier les personnes morales et physiques exerçant dans la profession du commerce extérieur en vue de les obliger à se mettre en règle vis-à-vis de l'État, de protéger l'industrie nationale contre les importations susceptibles de menacer son existence et d'assurer à l'État un droit de regard et de contrôle sur l'ensemble des sorties et des entrées des marchandises en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, l'État, comme le dit, l'État a un droit de regard sur tout ce qu'on fait. L'État a le droit de contrôler, de protéger les industries locales. Donc, pour que l'État protège les industries locales. Pourquoi? Parce que si on a des industries locales qui produisent certains biens, l'État va essayer de contrôler les importations pour ne pas que ces importations-là puissent mettre en mal les entreprises qui existent. Parce que ces entreprises qui existent là créent de la valeur, contribuent à l'augmentation du produit intérieur brut, payent les impôts et embauchent des personnes, contribuent au développement du pays. Donc si on les menace par des importations, c'est comme c'est en quelque sorte une concurrence déloyale. Base réglementaire en petit 1. Les bases de la réglementation du commerce extérieur sont constituées par l'ensemble des dispositions légales spécialement applicables au commerce. La loi, le décret, la convention, je vais citer ces histoires de convention. L'entretien, l'exploitation à l'entretien et au transfert à l'État, au terme de la concession d'un scanner, ça c'est le détail. Donc, l'une des premières obligations, si vous devez importer en Côte d'Ivoire, ou si vous devez exporter, vous devez avoir ce document-là qu'on appelle le code importateur-exportateur. C'est un document qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on le fait au CPC. Vous devez redire certains documents. Vous devez un courrier, vous devez avoir un registre de commerce, vous devez avoir une déclaration fiscale d'existence, une attestation de régularité fiscale. L'État fait tout ça pour pouvoir contrôler, pour voir que, de sorte à ce que les importateurs soient en règle vis-à-vis de l'État au niveau des impôts, au niveau des documents fournis. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, si tu exerces sans registre de commerce, ce n'est pas possible. Dans l'informel, en ce cas. Et là, l'État ne va pas te permettre de faire des importations et des exportations. On peut vous permettre de faire une importation. On va vous donner un code importateur occasionnel. Et ce code importateur sera uniquement valable que pour la seule importation que vous êtes en train de faire. Mais lorsque ça devient... Non, ils ne vont pas vous donner à chaque fois. Je pense qu'on ne peut pas vous délivrer plus de 2 fois par an. Alors, si vous devez faire l'activité régulièrement, il va falloir avoir tous ces documents, le registre de commerce, une déclaration fiscale d'existence qui dit que vous êtes déclaré aux impôts, une attestation de régularité fiscale qui montre que vous êtes à jour vis-à-vis des impôts. Et puis, vous allez retirer une fiche de renseignement que vous allez remplir, vous allez payer une somme de 30 000, les pièces du gérant de l'entreprise. Voilà. Donc, voilà un peu. Il faut avoir un compte bancaire, un Côte d'Ivoire, choisir un transitaire, être renseigné dans le bus, etc. Donc, comme je l'ai dit, quand vous voulez faire une seule importation, et que vous pouvez demander un code occasionnel. Et pour faire le code occasionnel, vous allez envoyer la facture pro forma, une photocopie de la pièce, de votre pièce d'identité. Et puis, voilà.
auparavant, ils vont vérifier encore si vous ne devez pas aux impôts. Parce que vous pouvez être une personne physique et vous avez une entreprise quelque part. Il n'y a pas à jour. Vous êtes gérant là-bas et vous voulez vous cacher pour faire une importation. Quand ils vont mettre dans le système, ils vont voir tel type d'entreprise là-bas qui n'est pas à jour. Vous avez des impôts. Ils vont vous dire de vous mettre à jour. Donc, une fois vous avez ce statut d'importateur-exportateur, vous devez savoir quels sont les régimes juridiques, c'est-à-dire quels sont les différents régimes qui nous permettent de faire des importations ou même des exportations. On a 3 régimes essentiels, principaux. Donc, toute opération d'importation de biens ou de marchandises en Côte d'Ivoire est subordonnée à l'obtention d'une licence, etc. Ça, on a déjà vu ça. Donc, on distingue 3 régimes. Le régime de la liberté d'importation, le régime d'agrément et le régime de la limitation. Le régime de la liberté d'importation, le régime d'agrément et le régime de la limitation. Alors, le régime de la liberté d'importation appartient à ce régime tous les produits ne faisant pas l'objet de fixation de quotas. C'est ce qu'on appelle les produits qui ne sont pas contingentés, qui ne sont pas, où on ne doit pas importer certaines quantités par an. Donc, libre à l'importation d'une valeur forte supérieure à 500 000, ces produits font néanmoins l'objet d'une levée obligatoire d'une fiche de déclaration à l'importation délivrée par la direction de l'expansion du commerce. Donc, vous voyez, quand on dit, vous devez connaître, quand vous devez faire une importation, oui. Oui. Quand vous devez faire une importation, vous devez savoir si cela fait partie de ce régime-là. Dans ce régime-là, tous les produits qui ne sont pas limités, ça peut être des ordinateurs, des télévisions, etc. Vous faites vos factures, vous faites la FDI, vous faites des livres, votre marchandise. Il n'y a pas de restriction. Vous comprenez? On est arrivé? Merci. On a arrivé. Bon. Le module là où on s'était arrêté, on a vu un peu le contrat des ventes. C'est que la semaine passée on avait survolé. Aujourd'hui on est rentré un peu dans le détail. Aujourd'hui on est dans les différents régimes. C'est qu'on avait parlé, non? Oui, on a parlé de ça. Voilà, ok. Donc, mais quand même, on est en train de revenir dessus. Voilà. Donc, dans ce régime, comme je l'ai dit, ça peut être des produits comme les ordinateurs, les téléphones, où on peut importer, il suffit de faire votre fiche de déclaration d'importation et vous faites venir à marchandise. N'oubliez pas que lorsque vous avez votre facture pro forma, vous soumettez pour avoir la fiche de déclaration d'importation, vous envoyez à votre fournisseur qui peut faire venir la marchandise. Donc, tout ce genre de produits, une fois que vous avez la fiche, vous faites partie. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de quota, il n'y a pas de contraintes à les faire venir. Par contre, le régime d'agrément s'applique aux produits dont l'importation est soumise à une autorisation préalable d'un ministère chargé de la gestion de ces produits-là. Et ce, pour des raisons sanitaires, phytosanitaires, de sécurité, etc. Donc, les produits ou bien concerner l'appel des animaux vivants, les semences, les produits pharmaceutiques, les huiles essentielles, les armes, les munitions, etc. Donc, pour ce genre de produits, vous devez faire venir des armes. Vous allez, lorsque vous avez la facture, par exemple, vous faites une demande d'importation adressée au ministère de la Défense. Cette demande d'autorisation, qu'on appelle l'autorisation préalable d'importation,
Souvent, vous allez attendre API, Autorisation préalable d'importation. C'est des armes, c'est au ministère de la Défense. Une fois que vous avez cette API-là, vous pouvez faire les fouilles. Il y a certains produits chimiques tels que le cyanure, le nitrate d'ammonium, vous allez faire une demande. Aujourd'hui, c'est pour le ministère de la Défense, on le fait dans le GUS, dans le même système qu'on fait la FDI. Aujourd'hui, on veut, comme on le dit, c'est un guichet unique où plusieurs partenaires se retrouvent. Les différents ministères, la douane, les banques, les assureurs. Donc, si c'est des médicaments, vous allez faire une demande d'importation au ministère de la Santé pour avoir une API pour pouvoir faire une marchandise. C'est bon. Et le troisième régime, c'est la limitation. Ce sont des produits pour lesquels il faut d'abord avoir une licence. Il faut soumettre une licence d'importation avant de les faire venir. Si on a la licence d'importation, si vous n'avez pas, même dans le régime d'agrément, si vous n'avez pas l'autorisation préalable d'importation, vous n'allez pas pouvoir obtenir la FDI, fiche de déclaration à l'importation. Vous comprenez? Ça sera bloquant. Donc, vous demandez, quand vous allez soumettre pour la FDI, le système va vous demander votre API d'abord. Sans ça, vous n'allez pas pouvoir faire la FDI. Sans la FDI, vous n'allez pas pouvoir faire la suite du processus. Même si vous embarquez votre marchandise, ça vient, vous n'allez pas pouvoir dévoiler. Donc, vous allez faire l'API. Si le ministère en charge valide, vous choisissez ça pour faire la FDI. Cette FDI que vous envoyez à votre vendeur fournisseur pour faire venir marchandises. Donc ici, dans le régime de la limitation, c'est des produits qui sont limités ou bien qui peuvent être interdits. Les produits limités pour avoir une licence d'importation. Donc, on a les produits tels que les graisses minérales, les tissus. Ça, il faut faire une licence d'importation. Les tissus en coton. Et aussi, on a les produits interdits à l'importation, comme le sucre, la farine boulangère. Parce qu'il y a des entreprises ici qui les fabriquent. On va les faire importer encore. Quand il y a des pénuries, on permet à ces entreprises-là d'importer, les entreprises qui fabriquent. Les postes téléviseurs analogiques, c'est les téléviseurs avec les télévisions d'avant, il y avait, voilà, ils ne sont pas compatibles à la TNT. Parce qu'aujourd'hui, la TNT est une logique de. Aussi, non conforme aux normes de diffusion et de compression. Les sachets plastiques et les ordinateurs, et ordinaires, biodégradables ou non. Ça, c'est les trois régimes. Donc, si vous devez importer votre marchandise, vous achetez. Par contre, le sucre, il est exporté. Oui, normalement, le sucre est exporté, mais c'est pas. Est-ce que tout le monde peut exporter le sucre? Non. C'est les entreprises qui sont basées en Côte d'Ivoire qui fabriquent. C'est eux qui peuvent l'importer. Ils savent qu'ils en vendent à la sous-région. Mais c'est les entreprises qui les produisent. Sucave. Il y a une autre entreprise. C'est sucre Ivoire, oui, c'est un peu. C'est ça, sucre Ivoire. Voilà. Maintenant, d'autres entreprises importent pour aller au Burkina bien au Mali. Ça Voilà. à Côte d'Ivoire. Ça transite, mais ce n'est pas destiné ici. À l'export, c'est pareil, toujours les trois régimes, la liberté, l'autorisation préalable et les prohibitions. C'est pratiquement les mêmes. La liberté d'exportation, c'est-à-dire c'est tous les biens qu'on peut exporter sans vraiment limitation. Vous faites votre autorisation d'exportation, vous faites partie. Ensuite, le régime d'autorisation préalable. Soumis au régime d'autorisation préalable à l'exportation des minéraux, les métaux précieux. L'exportation de ces produits exige de l'exportateur l'autorisation du ministère en charge des mines et celui en charge de l'économie avant de les faire partir. Le régime d'interdiction. Ça, c'est les
biens qui sont interdits à l'importation. On a l'ivoire, à l'exportation, pardon, on a l'ivoire, parce que l'ivoire est protégé. On a certains bois qui sont protégés. Voilà. Ce qui concerne l'énergie. Ici, les caractéristiques de la licence d'importation. On a dit que pour les produits de l'huile d'alimentation, il faut une licence d'importation. Donc, c'est un document pour une période de 6 mois à compter de la date de signature du directeur général du commerce extérieur. Elle ne peut être rectifiée. Ça, ce sont les conditions de validité. C'est les caractéristiques graphiques des déclarations d'importation. Il faut beaucoup de littérature, ça concerne plus les transitaires que vous. Parce que vous n'allez pas faire, je pense pas que vous avez fait les RCB, mais quand même je laisse ça dans le que vous puissiez les lignes obligées. L'essentiel, c'est de savoir quels sont les produits que vous pouvez importer sans problème. Les produits que vous devez importer avec il faut une licence avant d'importer les produits, les lignes d'importation. Donc, vous savez que vous devez acheter des tissus. Quand le gars vous envoie la conformation, vous savez que vous devez avoir une licence d'importation. Mais il y a en effet de la marchandise. Donc, vous devez connaître ça lorsque vous faites vos transactions à l'international, lorsque vous faites vos achats. Je pense que c'est bon pour ce chapitre-là. C'est bref. S'il y a des questions sur ça. S'il n'y a pas de questions, on va attaquer le prochain. Mais du coup, on va faire des exercices. Même si on a fini le prochain, peut-être à 11h, on peut se laisser à midi même. Qu'on fasse ça. On va aller au chapitre 5. Chapitre 5 aussi, on avait survolé un peu. La semaine passée, non? Oui. Avec bon, la semaine passée, on a survolé un petit peu. On va voir ici les différents modes de paiement. Lorsque vous achetez, lorsque vous vendez. Quels sont les modes de paiement que vous pouvez convenir avec votre acheteur ou votre vendeur? Le paiement à l'international implique un risque pour le vendeur. Quel est ce risque-là? C'est de ne jamais payer. Parce que si moi j'ai ma marchandise, une fois qu'il y a tout ça, et que vous ne me payez pas, c'est un risque. Parce qu'on ne se connaît pas, on n'est pas sur le même territoire. Ça va tout à l'heure dans le contrat des ventes, on a vu des clauses à mettre lorsqu'il y a pour régler les litiges, etc. Mais c'est complexe quand même. Le risque pour l'acheteur, c'est de ne jamais être livré ou de recevoir des marchandises non conformes. Vous avez payé, mais ce que vous avez reçu,
c'est pas ce que vous avez demandé, ou bien c'est pas ce que vous ne recevez pas du tout. Alors souvent on voit ça sur les réseaux sociaux, on dit, moi les gens prennent ça pour taquiner. On est vu sur Jumia et puis reçu physiquement. Donc quand tu vois la photo, souvent c'est différent. C'est bien beau, mais moi la livraison, on m'avait acheté un réfrigérateur sur Jumia. Quand on voit l'image, c'était quelque chose de costaud. Le jour de la livraison, ça, elle voit un petit réfrigérateur. Elle a fait ramener pour prendre un plus grand. Parce que quand tu vois la photo, vraiment, parce que c'était costaud. Donc il y a ces risques-là. Alors le timing des paiements. Bon, ça je n'ai pas détaillé, hein, mais c'est des choses. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à détailler. Le timing, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut payer en fait? À quel moment qu'on peut payer? Les différents moments. Généralement, il y a 3 moments. Hein. Paiement à l'avance. Paiement à l'avance. Mais il peut y avoir paiement contre échange documentaire. Mais paiement à posteriori, c'est-à-dire paiement après la réception de la marchandise. Voilà le 3. Timing des paiements. Maintenant, si vous devez choisir, quel est le timing que vous allez choisir? Paiement à l'avance d'abord. En paiement à l'avance, lorsque vous êtes vendeur, c'est ça? Tu n'as pas acheté. Oui, acheteur. Est-ce que l'acheteur va vouloir? Est-ce que si vous êtes acheteur, vous allez vouloir le paiement à l'avance? Non. À moins que. Peut-être si je connais la personne. Voilà, il y a une certaine C'est confiance. Voilà, notion clé, confiance. La confiance. Notion clé. Il y a souvent des moments aussi où tu es obligé de faire paiement à l'avance aussi. Hein. Oui, ça c'est qu'il n'y a pas la confiance. Le vendeur ne vous fait pas confiance. Donnez-moi mon truc, je ne vous connais pas. Payez-moi, je vous envoie. Vous pouvez accepter si vous êtes coincé. Si vous savez que c'est le seul qui a ce que vous avez. Donc si vous savez que ce n'est pas le seul et que vous aussi vous n'avez pas confiance en lui, vous partez ailleurs. Oui. Je pense paiement par pourcentage peut-être. Il y a aussi paiement contre échange de documents. Ça là, ça c'est quand il n'y a pas la confiance. On va voir ça, on va développer ça tout à l'heure. Vous voyez, donc paiement par échange documentaire, c'est quoi? Déjà, je vous paye lorsque je reçois les documents de l'expédition. On a dit tout à l'heure que le connaissement, c'est une preuve d'embarquement. Ça prouve que votre marchandise est bien à bord. Je reçois, je te paye. On va développer ça tout à l'heure dans les instruments de paiement. Donc, voilà, c'est 3 timings de paiement. Mais quels sont les instruments de paiement qu'on peut avoir? Le premier instrument, c'est le virement international. Est-ce que vous voyez, c'est pas fou, mais c'est non, le virement SWIFT. Le SWIFT, c'est un système de messagerie interbancaire. Vous avez remarqué, lorsque la crise a commencé en Ukraine, les pays ont commencé à dire on suspend les banques russes du système SWIFT. C'est un système international qui permet aux banques d'être interconnectées. C'est un système de messagerie qui permet aux banques de faire des virements et de recevoir des paiements. Donc aujourd'hui, c'est un moyen de paiement. Je vous envoie la marchandise, vous me faites un virement bancaire. Donc c'est un moyen de paiement sûr à 100%. Vous voyez, c'est sûr que quand tu fais le virement, là, moi je vais recevoir, vous m'envoyez l'avis de débit de votre banque. Ça veut dire que vous allez faire. Et c'est rapide. C'est moins coûteux. Vous me corrélez les frais de transfert, mais c'est rapide. Je pense que dans les 72 heures, normalement, vous devez recevoir votre argent. Puisque c'est international, c'est interconnecté par cette messagerie-là. Donc c'est rapide.
C'est un réseau électronique interbancaire adapté pour un paiement à l'avance. C'est vrai qu'on a dit SWIFT, mais il y a d'autres types de messageries qui sont en train de développer. On a vu les pays qui sont alliés à la Russie, ils ont leur système, la Chine. En tout cas, il y a plusieurs systèmes de messagerie aujourd'hui à cause de la crise qu'il y a dans le monde. Puisqu'on est en train d'avoir deux blocs, le bloc des Occidentaux et le bloc de la Chine et de la Russie. Mais bon, pour l'instant, le plus utilisé, et c'est que aussi nous utilisons ici, c'est le SWIFT. Voilà. Donc pour l'instant, on se limite à ça. Mais il peut arriver. Je sais que dans les années à venir, ça sera arrivé un moment où peut-être les deux seront à un niveau, après l'un va dépasser l'autre. Donc c'est adapté pour un paiement à l'avance. Le risque en cas de délai de paiement accordé, non lié à l'échange réel des marchandises, ce qui peut poser un problème. Donc, si vous faites un virement, il faut que vous allez recevoir votre marchandise après, hein? N'est-ce pas? Voilà, c'est ça le risque dans ce truc-là. Sinon, si vous êtes sûr de votre partenaire à 100%, vous faites le virement. Vous faites le virement. Donc voilà. Voilà un peu pour le virement. Vous partez voir votre banque. Vous donnez une ordre de débit. Faites l'ordre de débit, on vous débite. On envoie ça à la banque de votre fournisseur. Il reçoit le paiement. Ça c'est bon. Hein? Ça c'est simple. Nous tous on fait ça, non? Chacun a un compte bancaire. Vous avez déjà fait des virements bancaires? Non, elle n'est pas encore faite. Surtout les femmes, elles font ça beaucoup. C'est vrai, non? Oui. Elles achètent sur Amazon. Bon, là, c'est les 4 minimum. Mais ici, en Côte d'Ivoire, c'est rare. On fait rarement beaucoup de virements, les transferts bancaires. On préfère aller retirer et puis aller donner en espèces. Oui, même Par au money, oui, etc. Il y a des entreprises qui utilisent les virements. Le crédit documentaire. On parlait de tout à l'heure, l'échange documentaire, c'est quoi? C'est ça qui est là. Le crédit documentaire est un moyen de paiement aussi. C'est un engagement écrit. On appelle ça cœur d'offre. On a appelé cœur d'offre. Le crédit documentaire. Qu'est-ce que c'est? C'est un engagement écrit par une banque de payer un montant déterminé contre remise dans un délai fixe des documents conformes prévus dans l'ouverture du crédit documentaire. Normalement, je dis, je vous paye lorsque je reçois tel document avant telle date. Vous comprenez? Donc c'est une technique qui est très répandue à l'international. Lorsque les partenaires ne se connaissent pas ou ils ne se font pas confiance. Technique sécurisée à la fois pour l'acheteur et pour le vendeur. Il y a moins de risques. Dans ma banque, le soir des documents, il fait le virement. Il répond à des règles uniformes dans tous les pays liés par la Chambre du commerce international. Donc, le crédit documentaire avec les Incoterms, c'est des choses qui sont régies aussi par la Chambre du commerce international. Donc, ça permet d'uniformiser un peu les échanges. C'est un peu comme des conventions. Donc, c'est un moyen de paiement et en même temps qu'une garantie bancaire. Parce que moi, ma banque dit, ok, il faut faire, je vais payer. Mais je paye si je reçois le document. Donc la banque s'engage. Donc il y a une garantie qui est là déjà. C'est bon? Les intervenants. Le donneur d'ordre, c'est l'acheteur. Il donne les instructions d'ouverture du crédit documentaire.
moi je vais acheter, je vais voir ma banque, je dis, bon, je vais acheter tel produit. Mais tu ne payeras que lorsque tu auras la certitude, ou bien lorsque tu auras reçu les documents. N'est-ce pas? Donc, le premier intervenant, c'est l'acheteur qui enclenche le processus. Ensuite, autre intervenant dans la banque émettrice. Ça, c'est la banque de l'acheteur. Située en général dans le pays de celui-ci qui procède à l'ouverture du crédit documentaire. Ça, c'est logique, hein? Quand vous avez vu votre banque, vous dites, ok, l'ouvre le crédit documentaire. C'est bon? Jusque là, c'est simple, non? C'est bien expliqué. Un autre intervenant, c'est la banque notificatrice. La banque notificatrice, c'est la banque correspondante de la banque émettrice située en général dans le pays du vendeur qui avise le bénéficiaire de l'opération du crédit documentaire sans prendre l'engagement vis-à-vis de celui-ci. Donc, si moi je suis allé voir ma banque, il me dit